Bienvenue au Conseil européen pour la seconde partie d'Ici l'Europe, en compagnie d'un homme qui siège souvent dans ce concilium, entouré des 27 autres chefs de la diplomatie européenne, puisqu'il s'agit du ministre des Affaires étrangères de Belgique, Didier Reynders. Bonjour. Bonjour. Alors, on commence à pressentir à quel point 2016 va être l'année de tous les défis pour l'Europe, à la fois qui joue sa cohésion, mais peut-être aussi, d'un certain point de vue, ses valeurs et son âme sur des grands dossiers comme le terrorisme, comme les migrations, encore les tentations de repli national de certains. On va en parler. Une semaine particulièrement ensanglantée, il faut le dire, par de nouveaux attentats à travers le monde, en particulier en Turquie. La Turquie, avec cette marque toujours de l'organisation de l'État islamique, 10 morts, tous allemands. Quelle était véritablement la cible pour vous ? La cible, je pense que c'est d'abord la Turquie en tant que telle, comme on a visé d'autres pays en tant que pays membres de coalition, et notamment la coalition, bien entendu, qui lutte contre cet État islamique, contre Daesh en Syrie et en Irak. Et puis au-delà de cela, si on peut toucher en même temps des touristes venant d'autres pays de la coalition, comme les Allemands ici, c'est aussi le cas. On a vu ça en Tunisie, où on visait la Tunisie peut-être parce que c'est le pays qui réussit le mieux son parcours de transition, même s'il est très difficile, mais il réussit très bien son parcours de transition. Ce n'est pas par hasard qu'on le frappe aussi souvent avec des actes terroristes, mais qui visent aussi des touristes étrangers, britanniques, belges ou d'autres nationalités, français également. Alors la Turquie, évidemment, elle est candidate à l'adhésion à l'Union européenne et elle est accusée notamment par les populations kurdes qui se sentent particulièrement persécutées de ne pas avoir fait véritablement depuis des années la chasse aux islamistes, peut-être pas assez à l'organisation de l'État islamique non plus ces dernières années. Est-ce qu'ils doivent faire le ménage, les Turcs, pour vous ? Faire le ménage, mais comme on doit le faire un peu partout. Il ne faut pas se cacher la réalité comme on le fait parfois. On peut regarder la situation en Turquie, mais enfin, la plupart des actes terroristes qui ont été commis chez nous, en Belgique, en France, mais dans d'autres pays également européens, ont été commis par des gens qui étaient nés chez nous, qui ont été éduqués chez nous, qui sont parfois partis en Syrie ou en Irak et revenus, ou parfois pas, qui sont restés simplement sur notre territoire. Donc chacun doit faire le ménage. Mais je dirais qu'avec la Turquie, on a surtout un énorme enjeu pour l'instant, c'est l'enjeu de la migration. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas un flux constant de migrants de plus en plus nombreux arrivant. Alors on dit des migrants, pour la plupart sont des réfugiés venant de Syrie ou d'Irak, et qui peuvent pour une bonne partie rester dans la région, en Turquie, à condition qu'on aide la Turquie à les accueillir, ce que l'Union européenne est prête à faire. Oui, alors 3 milliards d'euros en effet sur la table pour un plan d'action. Il n'empêche que nous étions la semaine dernière en compagnie du patron de Frontex qui nous disait à quel point il ne voyait pas vraiment de différence très significative dans les flux migratoires en provenance de Turquie. Alors, donc ça marche pas. C'est pour ça que je ne souhaite pas du tout que l'on donne un chèque en blanc à la Turquie de 3 milliards. On doit regarder quels sont les projets concrets que l'on va financer de manière précise pour aider évidemment à l'accueil dans les camps ou dans les villes, parce que beaucoup des réfugiés sont en dehors des camps, sont dans les villes, mais en vérifiant aussi en parallèle quelles sont les évolutions positives qui sont mises en place par la Turquie pour bloquer les transferts de réfugiés vers l'Union européenne en développant cet accueil sur son propre territoire. Alors on a eu un débat sur pas mal de sujets. C'est vrai qu'on a ouvert de nouveaux chapitres à l'adhésion. Moi j'y suis assez favorable pour tout ce qui concerne la justice, les droits, parce que ça permet un dialogue avec la Turquie. Vous êtes pour l'adhésion réelle en fait. Je suis en tout cas pour la discussion sur ces chapitres-là, parce que si on veut parler de droits de l'homme avec la Turquie, si on veut parler du fonctionnement de la justice, si on veut parler de la situation des minorités, des Kurdes, on doit être autour de la table. L'adhésion, on verra. On sait que c'est un très très long processus. Vous dites là encore pas de chèque en blanc sur l'adhésion en tout cas. Bien entendu, parce que nous aurons un jour probablement une Europe très concentrée sur la zone euro, qui sera le noyau dur économique et probablement aussi dans beaucoup d'autres compétences. Et puis des zones un peu plus souples. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Tout le monde n'est pas dans la zone euro, tout le monde n'est pas dans Schengen, tout le monde n'est pas dans l'OTAN. Et donc on pourra avoir des partenariats plus forts avec la Turquie, avec d'autres pays, sans nécessairement qu'ils soient au cœur du processus européen. Il y a de plus en plus de cercles concentriques, en effet, en Europe. Peut-être même trop, un par pays bientôt. Non, je crois que c'est indispensable. Mais alors sur les pays, c'est un deuxième problème. Moi, je pense qu'on est devant plusieurs challenges, effectivement, cette année. Ça, c'est certain. On a des risques sécuritaires à l'Est avec la situation en Ukraine, qu'on oublie parfois un peu trop rapidement. On a ces risques au Sud, en Syrie, en Irak, en Libye également, mais avec dès lors les risques de terrorisme sur nos territoires, comme on l'a vu depuis le début d'année aussi un peu partout dans le monde, même en Indonésie. Et puis à côté de cela, on a une opportunité, qui est le Brexit. Comment pouvoir... Vous parlez d'opportunité, le Brexit, c'est-à-dire vous souhaitez le départ des Britanniques? Non, je souhaite qu'on rediscute dès lors de l'organisation de l'Europe, et je crois que l'on pourrait à la fois renforcer certains aspects de la politique européenne, politique migratoire commune, la zone euro, avec sa vraie compétence économique, probablement aussi en matière de politique étrangère, de renforcement du pilier... Avec les Britanniques, vous nous dites. Tout cela, oui, avec le pilier, sauf la zone euro, avec le pilier européen de la défense au sein de l'OTAN.
Et je n'exclus pas du tout que certaines compétences quittent l'Europe pour repartir vers les États-nations, mais à une condition, c'est que ce soit fait tous ensemble. La ligne rouge, c'est qu'il n'y aura pas d'opting out, comme on les appelle, de choix à la carte pays par pays. On doit tous décider ensemble de ce que l'on fait. Revenons sur en effet, vous l'avez dit, cette politique étrangère un peu déficiente de l'Union européenne, avec la Turquie qui vient de frapper en Syrie. Alors la France l'avait fait aussi après les attentats du 13 novembre. Est-ce que ça règle un problème quelconque ? Ça ne règle pas suffisamment le problème. Je crois qu'il ne faut pas non plus rejeter les possibilités d'intervention des uns et des autres. On doit essayer d'être tous dans les mêmes coalitions. Mais on voit bien que ces coalitions ne sont pas aujourd'hui organisées au départ d'un projet européen en tant que tel. Il y a des opérations européennes dans le monde, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui quand on regarde la situation en Syrie, en Irak ou même en Libye. Ce qui me fait dire que l'on doit renforcer le rôle de la diplomatie européenne. Et on doit aussi peut-être s'habituer à vivre avec la menace terroriste permanente, des attentats suicides en Europe. Je crois qu'on doit de toute façon redéfinir une relation entre la vie privée, la protection des libertés individuelles et la sécurité. Et c'est pour ça que je disais un des challenges peut-être complémentaires en Europe, vous l'appelez le repli national, c'est aussi de surveiller ce qui se passe en matière d'état de droit, en matière de liberté individuelle dans tous les pays de l'Union. Je ne crois pas qu'on doive attendre un problème en Hongrie ou en Pologne pour se préoccuper de cette situation. On devrait chaque année avoir un rapport sur la situation de l'état de droit dans les 28 États membres. Pourquoi ? Parce que ça permettrait d'abord de réellement regarder cette situation, en cas de problème plus grave, de réagir, comme on l'avait fait pour la Hongrie, comme on le fait maintenant pour la Pologne. Et je ne vois pas pourquoi on surveille à ce point la situation budgétaire des États et aussi peu, d'une certaine manière, la situation en matière d'état de droit. Alors vous parlez de la Pologne à bon escient, parce que c'était aussi la semaine, et évidemment ça a marqué cette semaine, mercredi, où la Commission européenne a déclenché une procédure inédite contre la Pologne de surveillance, puisque ce pays, depuis la fin de l'année dernière, est dirigé par le parti Droit et Justice, qui est très nationaliste, on l'a compris, mais qui surtout a fait passer un certain nombre de lois sur la mainmise sur le système judiciaire, les médias également sous contrôle. Vous êtes particulièrement inquiet de ce cas polonais ? Oui, je l'étais déjà il y a quelques années quand on a discuté de législation un peu dans le même ordre en Hongrie. Et nous avions lancé cette idée d'une procédure en mars. Qui n'a pas vraiment abouti. Mais en mars 2014, la Commission a quand même annoncé cette procédure qu'on déclenche maintenant pour la Pologne. Donc une surveillance, des recommandations, un suivi des recommandations. Et on sait à la fin, si jamais on ne suivait pas ces recommandations, le risque de voir des sanctions assez lourdes, puisque l'article 7 est très lourd dans le traité. Mais indépendamment de cela, je dirais que ce qui est surtout fondamental, c'est de voir qu'on accepte enfin de discuter de cette situation d'état de droit. Et je pense que c'est d'autant plus important que l'on vit les autres risques aujourd'hui, notamment en matière de terrorisme. Dans tous nos pays, il y a un renforcement, et à juste titre, des législations sur les enquêtes, les poursuites, les techniques spéciales qu'on utilise pour lutter contre le terrorisme. Mais ça veut dire qu'on va avoir un autre équilibre entre ce que je vous disais, les libertés individuelles, la vie privée d'un côté, la sécurité de l'autre. Et il y a des pays à l'Est, vous l'avez noté, il y a presque une coalition, on a l'impression, des égoïsmes nationaux, savez, en tout cas d'États de plus en plus nationalistes. On a parlé de la Hongrie de Viktor Orban, la Slovaquie de Robert Fico, qui aussi a fait des grandes déclarations sur les migrants, maintenant la Pologne. Est-ce que justement, l'impact de cet élargissement, ce sont ces États qui se replient, qui n'ont pas les mêmes valeurs d'un certain point de vue ? Oui, mais j'ai suivi de très près les élections en Autriche, en dehors de l'Union, les élections en Suisse, les élections régionales en France. Il y a aussi des courants très forts qui vont dans ce sens. Et je crois que c'est important, c'est que nous acceptions tous de se soumettre à cette surveillance en matière d'état de droit, de liberté. Je ne vois pas pourquoi on accepte de faire cela. Tous les pays européens, aux Nations Unies, nous allons au Conseil des droits de l'homme et on est évalué régulièrement. On le fait au Conseil de l'Europe, on ne le fait pas assez dans l'Union. Et c'est vrai à la fois pour les pays qui entrent dans l'Union, mais aussi pour les citoyens qui nous rejoignent. Moi, je crois que l'Europe, pour être très clair, je défends souvent cette idée sur la scène internationale, on doit peut-être arrêter d'être sans cesse donneur de leçons en dehors de l'Europe. On doit faire part d'une expérience. On a fait pire chez nous au XXe siècle que ce que l'on fait partout dans le monde. Donc on doit essayer de faire part de l'expérience qui, depuis 70 ans, nous amène à vivre en paix et en démocratie. Puisque vous soulevez cette question, parlons de ces valeurs de l'Union européenne à l'occasion des violences du Nouvel An, à Cologne en particulier, en Allemagne. Eh bien, cette Allemagne d'Angela Merkel, qui avait ouvert les bras aux réfugiés, s'interroge désormais. La même Angela Merkel, la chancelière conservatrice, veut désormais adopter des réformes pour faciliter l'expulsion des migrants criminels. On regarde tout de suite ce reportage de Mounia Benaïssa. L'Allemagne durcit le ton. Près de 2 semaines après les violences du Nouvel An à Cologne, le gouvernement d'Angela Merkel annonce un nouveau plan. Objectif, faciliter l'expulsion des délinquants étrangers.
Nous allons diminuer les obstacles afin de permettre des procédures d'expulsion dans les cas d'atteinte à la vie humaine, d'agression physique et sexuelle, mais aussi pour atteinte aux biens et rébellion envers les forces de l'ordre. Cela vaut également pour les mineurs. Les étrangers condamnés à une peine de prison, même avec sursis, pourront être obligés de quitter l'Allemagne. Un projet de loi présenté comme une réponse aux agressions commises contre des femmes le soir de la Saint-Sylvestre à Cologne. La chancelière allemande, qui a salué le projet de loi, demande son entrée en vigueur aussi rapidement que possible. Est-ce que vous percevez un retournement en Allemagne après ce qui s'est passé effectivement par rapport à une politique de la main tendue qui avait été très remarquée? C'est le sentiment que l'on a eu en Allemagne, comme en Suède par exemple, d'avoir d'abord une ouverture très large et puis de refermer à un moment donné la situation. Les incidents graves qui ont eu lieu à Cologne et probablement dans d'autres pays aussi. En Suède aussi, hein. En Suède aussi, ça explique peut-être un peu la situation, entraîne un changement d'attitude. Mais très concrètement, on revient au même débat, le débat des valeurs. On doit faire en sorte que tout le monde respecte les valeurs européennes d'égalité entre les hommes et les femmes. Et on a vu des problèmes qui en découlent quand on voit les violences qui ont eu lieu à Cologne. Mais l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation entre les églises, les convictions philosophiques et l'État. Et tout cela, on doit le faire à l'égard des États. Vous parlez de la Hongrie, de la Pologne, mais on devrait le vérifier partout en Europe. On doit le faire aussi à l'égard des citoyens européens. Les expulsions sont évidentes quand on ne respecte pas les valeurs. Mais par exemple, quand la France dit on va faire de la déséance de nationalité pour ceux qui ont 2 passeports et qui sont soupçonnés d'activités terroristes. Nous avons pris des décisions allant un peu dans le même sens en Belgique, mais moins loin. On n'a pas été aussi loin dans les générations parce que quelqu'un qui est de la 3e génération, c'est symbolique. Je pense que tout le monde l'a constaté. C'est un symbole de dire à un moment donné, on retire la nationalité de quelqu'un qui a commis des actes particulièrement graves. Alors c'est là que je reviens à la même idée. Je vois que ça se produit partout. On parle de déchéance de nationalité, d'expulsion, de renforcement des mesures. Les gouvernements ne sont pas les mieux placés, et je fais partie d'un gouvernement, pour dire on est au bon équilibre entre les mesures sécuritaires que l'on prend et les droits individuels. D'où à nouveau cette idée, pourquoi ne pas accepter qu'en Europe, on examine chaque année la situation des droits dans chacun des pays de l'Union. Et ne pas pointer du doigt ce qui se passe uniquement en Pologne et en Hongrie. Nous avons des débats chez nous, on le sait très bien, sur cet équilibre en permanence. Eh bien, acceptons d'en débattre ouvertement. Je crois d'ailleurs qu'on devrait avoir une politique commune. On avait surtout un plan, souvenez-vous, on est presque en train de l'oublier, de répartition de 160 000 migrants, plus exactement réfugiés réels. 272 ont été répartis. 272 ont été répartis. On a l'impression que ça va encore bloquer avec les derniers événements. Est-ce que tout cela est remis à plat et Schengen donc en danger? Non, j'espère que pendant la présidence néerlandaise, j'en ai d'ailleurs discuté avec mon collègue néerlandais, on va pouvoir essayer de mettre en œuvre le plan. Ça veut dire quoi? La première chose, si on veut que ce plan fonctionne, c'est le contrôle des frontières extérieures. La Commission vient de lancer l'idée d'un corps chargé de ce contrôle. C'est plus Frontex, ce serait vraiment un corps chargé du contrôle des frontières extérieures. Il faut que les États se mettent d'accord sur cela. Si on se met d'accord sur cela, on peut se mettre d'accord sur... L'Est est réticent pour l'instant, vous le savez. Il va falloir en débattre et je pense que les crises sont là. Parler d'opportunités pour le Brexit. La crise de la migration, c'est aussi une opportunité de faire un pas en avant. On l'a vu avec l'euro, on fait chaque fois des pas en avant en Europe quand il y a une crise. Contrôle des frontières extérieures, centre d'enregistrement. Les hotspots, comme on les a appelés, ne fonctionnent pas bien. Donc on doit avoir une capacité d'action européenne dans ces centres d'enregistrement qui se situent en Grèce, en Italie ou ailleurs. Si on fait cela, on peut alors vraiment travailler à la répartition des réfugiés qui nous arrivent. Mais je pense qu'on n'échappera pas à un débat sur le statut de ces réfugiés. Ma conviction est qu'il y a d'abord un statut temporaire pour ceux qui viennent de zones en guerre, parce que le but, c'est d'abord de mettre fin aux guerres en Syrie. Moi, je me réjouis de ce qui se passe à Vienne pour le moment. On progresse enfin vers peut-être une solution politique pour la Syrie. Si c'était le cas, le but, c'est que beaucoup de réfugiés syriens retrouvent leur pays et redéveloppent la Syrie. Et puis, essayer d'avoir des règles les plus proches les unes des autres sur l'ensemble du territoire européen. Parce que pourquoi des réfugiés veulent-ils aller en Suède, en Allemagne, en Belgique ou en Grande-Bretagne ou en France? Mais souvent parce que... C'est le dumping finalement d'une certaine façon, on ne va vraiment pas leur reprocher. Avantages. Oui, mais avantage, c'est un bien grand mot. C'est des situations très difficiles, mais du statut. Et moi, je serais assez favorable à ce que l'on réfléchisse à un statut beaucoup plus européen. Dernière question, pour revenir à votre pays, la Belgique. Elle a été condamnée par la Commission européenne pour avantages fiscaux. Alors, 35 multinationales qui se seraient dispensées de payer 700 millions d'euros d'impôts qu'elles auraient dû payer. Et puis, vous étiez ministre des Finances à l'époque. Alors, est-ce que vous allez contester cette décision ?
On est en train d'en discuter, on ira probablement devant la Cour de justice, ça c'est une des possibilités. Mais d'abord, je voulais deux choses ramener en proportion de la discussion. On dit 700 millions d'euros pour 35 entreprises en 10 ans, donc 2 millions d'euros par an par entreprise. Ça change déjà un peu la perspective. Mais deuxième chose, pendant 10 ans, pendant une partie de cette période, j'étais ministre des Finances, aucune critique de la Commission sur ces mécanismes. Donc que pour l'avenir, on change le système. Nous l'avons d'ailleurs fait. On a arrêté ce système il y a un an. Quand la Commission a commencé son enquête, on a dit on va arrêter, on va bien voir. Donc j'espère qu'on trouvera une solution pour dire, pour le passé, on ne revient évidemment pas sur cette situation et on change les règles pour l'avenir. Mais pour l'avenir... Pour en finir avec le dumping fiscal entre nous, c'est ça? Mais la meilleure façon d'en finir avec le dumping fiscal, ce serait cette année d'accepter de dire qu'on va renforcer l'intégration de la zone euro. Moi, je souhaiterais qu'à côté de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, on ait enfin des règles communes de base. Par exemple, pour la base taxable des sociétés, que l'on ait le même type de base taxable de l'impôt des sociétés dans toute la zone euro. On évitera dès lors tous ces débats. Mais ça, c'est un enjeu majeur que l'on doit... à l'unanimité, avec de grosses réticences à l'unanimité de la zone euro, parce que je pense que les pays extérieurs à la zone euro sont prêts à nous dire « allez-y si vous le souhaitez ». Mais ça veut dire qu'il faudrait une gouvernance économique de la zone euro qui ne soit pas seulement monétaire, mais qui soit vraiment économique avec un gouvernement. C'est ce que vous nous souhaitez pour 2016, parmi les bonnes choses à souhaiter. Oui, c'est une des bonnes choses que l'on peut vraiment souhaiter. Et je reste convaincu que toute crise en Europe nous a souvent permis de faire un saut en avant dans le fonctionnement de l'Union européenne. J'espère que ce sera encore le cas. Merci Didier Reynders d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur France 24 pour plus d'informations.